Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui déjà pour l'avant-match de la 17e journée de la saison. Ça passe extrêmement vite, il est vrai, on est déjà à la moitié quasiment de la saison. Donc forcément, profitons de chaque match qui passe parce qu'à chaque fois c'est toujours un régal et du spectacle dont on ne se lasse pas. Mais en tout cas, une 17e journée qui sera marquée sous Madrid, dans le sens où d'un côté tu as un derby entre l'Atlético Madrid et Retafe, l'Atlético qu'il ne faut pas oublier ni écarté de la course au titre. On en a parlé hier en vidéo sur la chaîne avec notamment la coopération du journal du Real qui ont bien accepté de venir discuter de ça avec moi sur la chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. On va aussi voir un autre derby entre le Rayo et le Real Madrid. Le Real Madrid qui va se déplacer sur un terrain pas si facile que ça, en tout cas un terrain et une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer, une équipe qui pourtant dans les confrontations historiquement on a su les balader à domicile comme à l'extérieur, mais qui sur les dernières saisons est un petit peu comme une épine dans notre pied qui nous a fait perdre pas mal de points avec une équipe courageuse qui joue vers l'avant, qui est assez solide en tout cas surtout contre nous comme par hasard et qui nous fait en tout cas pas mal défaut. Mais une équipe aujourd'hui qui même si eux espèrent au moins prendre un point à domicile vu qu'ils sont en plus englués dans le milieu du classement, nous il faut absolument que l'on gagne des points. Surtout que là c'est bientôt les vacances de Noël, il restera plus qu'un match contre Séville en Liga en tout cas avec aussi la finale du mondial des clubs. Donc là les points c'est maintenant qu'il faut les prendre avec en plus le retour des blessés petit à petit, c'est le bon moment. On a notre destin entre nos mains, 2 points derrière le Barça avec un match en moins. Vous comprenez que là le Real a tout ce qu'il faut normalement pour aller au bout. Sachant que le Barça va recevoir à domicile Leganés, une autre équipe de Madrid, d'où le fait que voilà les équipes de Madrid aujourd'hui c'est vraiment le point clé de ce week-end. On espère évidemment une surprise côté Barcelone, même si j'y crois absolument pas à ce que Leganés 17ème fasse quelque chose en tout cas ce week-end. J'y crois pas beaucoup. Mais globalement, on a quand même une équipe du Rayo qui, je le répète, ne faut pas sous-estimer. On va les analyser ensemble tout au long de la vidéo bien sûr, mais une équipe qui, comme on voit, au bout de 15 matchs joués, parce qu'ils ont beaucoup de matchs en retard, ils en ont même un de plus que nous encore, avec toutes les inondations qu'il y a eu notamment à Valence, etc. Donc globalement, on a une équipe du Rayo qui a marqué 15 buts en 15 matchs, donc un but en moyenne par match, ils en ont encaissé 16, donc pareil, un but encaissé par match joué à peu près, mais une équipe qui, en général, joue un très bon football. Une équipe qui, cette année, rate énormément d'occasions, mais qui sait aussi verrouiller le jeu, comme on le voit notamment dans les historiques des dernières confrontations. 1-1 l'an dernier, 0-0 aussi la saison dernière, on avait gagné que 2-1 fin d'année 2023, on avait perdu 3-2 chez eux en 2022, c'était très compliqué. Une saison bien sûr qui avait été compliquée, 2022-2023 au niveau de la Liga, mais tu as aussi des performances comme ça contre des équipes qui sont valeureuses. Pourtant, sur les 18 derniers matchs, c'est 14 victoires pour le Real, 2 matchs nuls et 2 victoires. Donc tu te rends compte quand même que leur bilan positif là, de 2 nuls et une victoire sur les deux, ça vient sur les 5 derniers matchs Rayo-Real Madrid. Donc attention, il ne faut pas les sous-coter. On a une équipe qui, là en prenant leurs 12 derniers matchs, toutes compètes confondues, a quand même fait 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites, des nuls contre Gérone, des nuls contre l'Atlético Madrid, donc tu vois, contre de très belles équipes. Globalement, ils ont perdu quand même contre Séville, ils ont perdu contre Bilbao, ils ont perdu contre Las Palmas, donc même à domicile, on voit que c'est une équipe quand même qui est pas si souveraine qu'elle pouvait être à l'époque, en tout cas sur leur terrain. Ils ont quand même réussi à gagner à l'extérieur contre une belle équipe de Valence qui certes ne fait pas un bon début de saison, mais ça reste quand même Valence à Mestalla, tu vois, ce qui est d'ailleurs un bon signe peut-être pour nous pour début janvier, si le Real Madrid n'est pas trop lourd après les vacances de Noël. On a une équipe aujourd'hui, comme tu le vois, qui marque énormément surtout de l'intérieur de la surface. Il marque très peu sur penalty, très peu de la tête, parce que les coups de pied arrêtés, vous allez le voir, c'est pas du tout leur point fort. Par contre, c'est une équipe, tu vois, qui joue extrêmement vers l'avant, qui apporte beaucoup de présence, ou du moins de la présence intelligente. Hein. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup de joueurs dans la surface adverse pour marquer des buts, mais c'est aussi d'un côté ce qui leur fait défaut. Une équipe qui se projette, mais pas à l'extrême, une équipe qui se projette, mais pas assez des fois en nombre pour faire la différence, car ils n'ont pas non plus des Cristiano Ronaldo, des Vinicius, des Jude Bellingham qui peuvent marquer en étant tout seul contre 3 mecs, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, c'est une équipe qui crée des occasions, mais pas des occasions extrêmement franches, une équipe qui ne peut pas marquer plus de 2 buts par match, parce qu'il y a un manque de finition qui est criant. Quand tu regardes par exemple le premier but marqué en moyenne, c'est qu'à la 38e minute. Donc une équipe qui met du temps à rentrer dans son match et une équipe après qui ne marque pas beaucoup en deuxième mi-temps. Quand tu vois le dernier but marqué en moyenne, 46e minute. Une équipe qui a du mal à marquer en seconde mi-temps, une équipe qui a du mal à aussi ne pas encaisser de but, tu vois, dans les matchs.
c'est quand même un truc de fou. Au niveau des précisions des passes, c'est la 15e équipe en précision de passe. Ça veut dire que c'est une équipe quand même qui, même si quand tu prends le niveau des équipes de Liga, c'est des équipes qui traitent très bien le ballon, qui savent poser le jeu et tout. Le Rayo Vallecano, c'est une équipe qui prend beaucoup de risques dans son jeu, qui allonge, qui fait des passes un peu compliquées entre les lignes. Une équipe, tu vois, qui ose des choses, mais qui les réussit très peu, finalement, par rapport aux autres équipes, où tu vois que le Real, c'est quand même la meilleure équipe en termes de précision de passe, devant même le Barça, Gérone et tout. Donc c'est quand même, tu vois, assez intéressant à souligner. Au niveau des centres, c'est une des pires équipes de Liga aussi. C'est une équipe qui déborde beaucoup, mais qui met tellement peu de présence devant que c'est très compliqué pour eux de créer des situations de la tête, de remise, etc. Tu vois. Donc finalement, tu vois, tout ce que je te dis, ça se reflète dans les statistiques. Au niveau des buts, c'est la 13e meilleure attaque de Liga, clairement. Au niveau des tirs cadrés, c'est la 15e, donc c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Une équipe qui se crée des occasions, mais pas des occasions concrètes, ou du moins qui n'a pas la précision, qui n'a pas l'efficacité aussi de conclure le danger qu'ils arrivent à créer, tu vois. Au niveau des dribbles réussis, par contre, il y a des équipes de dribbleurs, des joueurs assez dribbleurs là-bas. T'as Rames Rodriguez, t'as quand même des Issy Palasson, etc. qui peuvent faire la différence et qu'on ne présente plus, évidemment, mais on verra leur effectif un peu plus tard. Mais on a une équipe, tu vois, voilà, qui ne se laisse pas faire, qui a quand même de la qualité technique et il faudra faire attention. Après, en termes de duels gagnés, c'est pas une équipe qui gagne forcément beaucoup de duels, c'est une équipe qui tacle énormément, tu vois, c'est pas une équipe qui joue beaucoup, qui est souvent prise à défaut et qui est obligée de prendre des risques défensivement, au point qu'ils sont quand même une équipe qui prennent énormément de cartons jaunes et aussi qui fait partie des équipes qui prennent le plus de cartons rouges. Donc globalement, tu as beaucoup d'inexpérience, tu as beaucoup de joueurs un peu trop dans la grinta si je peux dire, et qui vont forcément commettre beaucoup d'erreurs. Quand tu vois par exemple leurs offensifs, alors Georges Desfrutos par exemple, Auré Desfrutos qu'on ne présente plus, Palasson, NTK, Garcia, tu vois ça c'est le quatuor de base, avec un milieu de terrain derrière avec Oscar Valentin et Papessis, je crois qu'il s'appelle comme ça, Papessis, tu vois, Papessis qui est un des joueurs vraiment, à chaque fois qu'on joue contre lui, qui est infatigable, qui est vraiment un 6 assez impressionnant, qui peut se projeter aussi par une belle qualité athlétique, donc tu vois, et technique aussi. Donc tu vois, ils ont quand même aussi des joueurs qu'on connaît déjà, tu vois, par exemple Sergio Cameo, ils ont aussi Unai Lopez qui marque aussi de très jolis buts l'extérieur de la surface, Oscar Trero qu'on ne présente plus. Tu vois, ils ont quand même des vieux biscards de la Liga, Sergi Guardiola, etc. Mais des joueurs qui sont plus que revanchards, des joueurs qui ne sont pas non plus des joueurs d'exception, mais qui savent faire leur petit bout de chemin en Liga. Donc tu vois, des joueurs qui sont techniques, c'est pas les plus rapides devant par exemple, mais attention, parce que ces joueurs-là sont capables en une, deux touches de balle de combiner, de partir, de s'ouvrir les espaces et après de servir leurs copains qui sont peut-être mieux placés. Donc voilà, après tu as des joueurs voilà, en défense comme le jeune qui continue d'être présent, qui certes fait des erreurs, n'est pas le plus rapide, tout comme Moumine par exemple, mais qui quand même arrive à tenir des attaquants de haute volée. On l'a vu contre le Barça, ils avaient perdu que 2-1, mais globalement ils n'avaient pas été ridicules, avec des bonnes relances, avec une capacité d'anticipation, des latéraux qui savaient fermer les espaces, quitte à ne pas se projeter pendant un temps, mais tu vois, même si ça apporte peu de soutien à leurs offensives, au moins ils font le principal, c'est-à-dire essayer de défendre au maximum. On voit qu'à domicile, tu vois, c'est 7 apparitions à domicile pour 9 buts, donc globalement même à domicile, ça ronronne un peu offensivement et ça prouve qu'ils ont un jeu qui est un petit peu pas forcément efficace, mais une possession moyenne de 52. Donc tu vois, une équipe qui arrive quand même malgré tout à faire le job à domicile. On a une équipe, alors comme je le disais, avec quelques joueurs quand même à surveiller, donc Jorge De Frutos, 3 buts marqués, c'est pour l'instant le meilleur buteur, ce qui est un petit peu, j'allais dire, paradoxal quand tu vois que même leur attaquant de pointe, NTK, n'en a marqué qu'un seul, et c'est un petit peu à l'image de leur équipe, hein. Ça crée du jeu, mais ça ne concrétise pas, et forcément quand tu as un jeu aussi porté vers l'avant, c'est un peu du gâchis. Sergio Camelo qui alterne entre le banc et la titularisation, qui n'a marqué que 2 buts, Unai Lopez c'est pareil, il a marqué que 2 buts, Alvaro Garcia que un seul but, ici Palasson que je mets ici parce que vous savez très bien que quand il affronte le Real celui-là, il devient le Messi chauve du Rayo Vallecano, tu vois. Mais globalement, c'est un joueur qui est énorme à la distribution, c'est le meilleur passeur décisif en plus de l'équipe, mais globalement, voilà, c'est une équipe qui a beaucoup d'ouverture, qui cette année ne concrétise pas, qui sont faibles sur coup de pied arrêté. Ils ont pris 2 buts sur coup de pied arrêté contre Las Palmas, ils ont pris 1 but sur coup de pied arrêté contre l'Athletic Bilbao, ils ont pris des buts sur coup de pied arrêté tout le long de la saison, sur corner ou sur coup franc, beaucoup aussi sur des centres, donc ce qui montre que sur le jeu de la tête, ils sont pas énormes, ils sont assez prenables dans leur dos également. Ils ont un bloc qui est souvent positionné entre le milieu de terrain et leur
j'allais dire, attends, j'arrive pas à calculer là, leurs 25-30 derniers mètres, on va dire ça, 30 premiers mètres, pardon, et forcément, ça fait que derrière, même si l'adversaire a peu de joueurs, comme ici, ils se sont fait déborder sur une passe de ce joueur-là, ici dans le dos, qui ensuite a servi ce joueur-là, qui a pu marquer un but de loin contre Las Palmas. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que ils sont assez lents de base, mais ils jouent quand même avec un football assez haut. Ce qui fait que si tu as la qualité technique de passer leur premier pressing, derrière, avec des joueurs comme nous on a, avec Brahim, Rodrigo et Vinicius, même en l'absence de Kylian, c'est normalement l'autoroute du bonheur. Si tu les prends à défaut sur leur premier pressing, derrière, avec un jeu technique et une ouverture et des bons appels, tu peux leur faire extrêmement mal, les pousser à reculer et les rendre inefficaces ensuite à la sortie du ballon. Ils vont devoir balancer devant, ils vont devoir chercher des solutions qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire des joueurs devant capables de tenir le ballon, c'est pas le cas, des milieux de terrain qui certes sont athlétiques mais qui vont devoir passer leur temps à faire le lien entre la défense et l'attaque sur un rythme décousu, ils pourront pas courir comme ça 90 minutes et en plus de ça, comme je te l'ai dit, ils marquent très peu en deuxième mi-temps. C'est une équipe qui, tu vois, qui a vraiment du mal à ne pas concéder aussi en deuxième mi-temps et au bout d'un moment, ils finissent par s'essouffler. Et au bout d'un moment, les risques qu'ils prennent, c'est pas bon. Là, je te montre contre Bilbao, l'alignement défensif, il est catastrophique. T'as 6 qui se retrouvent ici actuellement et une défense mais qui est plus que mal alignée et plus que mal organisée. Et donc globalement, c'est une équipe qui peut se regrouper assez vite. Là, comme tu le vois, tu vois, à la portée du ballon de Bilbao, ils vont essayer de se regrouper rapidement avec 5 défenseurs et 2 milieux de terrain regroupés ici. Donc Alvaro Garcia qui est l'ailier de base qui revient au milieu de terrain. Mais globalement, c'est hyper mal aligné. Tu fais un seul bon appel, une seule bonne passe, ils sont morts. Tu regardes ici l'espace qu'il y a entre les joueurs. C'est hallucinant. Là, tu penses que là, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais en vrai, il y a au moins 10-15 mètres. Et c'est beaucoup trop. Sur un joueur en mouvement et un joueur derrière à la passe qui est inspiré, c'est très compliqué. Hein. Et c'est pour ça qu'ils marquent pas beaucoup de buts. Parce qu'ils montent tellement qu'ils sont obligés à chaque fois après de défendre à reculons et de partir de trop loin derrière pour marquer. Et comme c'est pas les meilleurs marathoniens ou les meilleurs techniciens ou les mecs les plus rapides ou les mecs les plus forts devant, bah, ils n'arrivent pas à concrétiser le peu d'occasions qu'ils ont. Tu vois, ils ont aussi un pressing qui est tellement inégal. C'est que tu vois, là, ils laissent à chaque fois le porteur du ballon frapper. Et tu vois, là, contre Bilbao, ça finit au fond. Pareil contre Sasuna. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Deux mecs de l'Osasuna devant la surface. Le mec qui l'a frappé, alors certes, il l'a mis en lucarne sur une demi-volée, c'est incroyable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il te laisse frapper, quoi. Et à voir, parce que contre le Real Madrid, on connaît. Les mecs, ils ont le couteau entre les dents, ils font un pressing de l'enfer, et c'est compliqué. Là, tu vois, eux, leur point fort, certes, c'est pas les centres avec les buts de la tête, mais par contre, ils arrivent à combiner avec ici Palason, Alvaro Garcia, qui avait débordé jusqu'ici, qui rentre dans l'axe, et qui va servir ici le joueur numéro 2. Alors, j'ai pas le nom, parce que c'est un peu flouté, mais il a quand même marqué en tirant d'ici. Mais tu vois, c'est une présence qui n'est pas importante. Ils sont à 1, 2 ou 3 à attaquer à chaque fois, et face à 5 ou 6 défenseurs, mais ils arrivent quand même à planter des buts. Pas énormément, mais ils en plantent quand même sur des attaques intelligentes. Mais après, leur projection rapide, tu vois, malheureusement, elle ne donne pas forcément grand-chose. Ils ne gagnent pas énormément de matchs, ils ne marquent pas énormément de buts, et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'ils sont 12e au classement cette année, par rapport à d'autres saisons où ils étaient peut-être beaucoup plus haut, avec une attaque plus importante, une défense plus solide et un jeu qui allait vraiment au bout de ses occasions. Moi, pour moi, en tout cas, pour les contrer, du moins ce que je pense qu'Ancelotti fera, et là je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, hein, ce n'est pas moi qui ai fait ça, je vous assure. Brahim et Bellingham, ils ont été inversés. Là, je viens de le voir là, parce que de base, j'ai fait la composition tout à l'heure, mais je viens de voir ça, que le robot a dû me le changer quand je suis passé du 4-4-2 au 4-3-3. Donc, partez du principe que c'est pas moi qui ai fait ça, évidemment. Mais Brahim Diaz, du coup, sera bien ailier avec Vinicius et Rodrigo. Je viens de le voir là, plein dans le tournage. Donc, je suis désolé de cette petite erreur. Ceballos qui va être en 6 à la place de Valverde. En fait, il m'a tout inversé. Il m'a tout inversé le site là. Ceballos, il est bien en 6 à la place de Valverde. Valverde à droite ou à gauche, pardon, plutôt. Jude Bellingham sera ici. Putain, elle ressemble à rien, ma composition. Je suis dégoûté, je suis en plein direct du tournage et elle ressemble à rien. Tu sais quoi, attends, passons d'abord par le gardien, Courtois, Fran Garcia, Rudiger, qui, moi personnellement, j'aurais préféré que Rudiger se repose ce match-là. J'aurais préféré qu'il se repose, mais bon. Le problème, c'est que là, tu as une semaine après de repos avant le mondial des clubs. Et je pense qu'Ancelotti, le connaissant, il va le mettre quand même. Asensio, je préférais qu'il soit titulaire contre le Rayo. Mais d'après ce qu'a dit Ancelotti en conférence de presse, Tchouaméni, il va encore le remettre. Donc tu vois, Tchouaméni, Rudiger en défense centrale. Et malheureusement, le pauvre Asensio, il est devenu remplaçant du jour au lendemain lorsque le mec, il est beaucoup trop fort. Lucas Vazquez, arrière droit comme d'habitude et capitaine.
Du coup, ça fera Valverde à gauche, évidemment, pour aider Vasquez à défendre et aussi pour pouvoir se projeter, pourquoi pas, et continuer de faire, d'imposer du rythme, du physique et du tonus au milieu de terrain. Ceballos qui sera du coup en numéro 6, je pense, parce que Camavinga est de retour de blessure, mais ce serait une énorme connerie de forcer un mec qui revient de blessure maintenant, alors que tu as Ceballos pour l'instant qui est extrêmement en forme et qui fait de loyaux services à la récupération, à la distribution et à la relance, et qui permet au Real Madrid de déployer du jeu et très complémentaire avec Valverde et Bellingham qui sera ici, mais sûrement beaucoup plus dans l'axe que forcément sur le côté gauche, sauf sur les phases défensives. Brahim à gauche, Vinicius qui sera pas en pointe, mais Rodrigo en pointe s'il vous plaît, et Vinicius à droite, enfin à gauche pardon. Et là vraiment je me rends compte qu'ils ont vraiment tout modifié dans ma compo. Enfin bref, là je vous l'ai dit à l'oral comment je le vois. Mais Vinicius et Rodrigo, tu vois aussi, qui reviennent de blessure, ils vont devoir jouer encore 90 minutes aujourd'hui, en espérant que Hendrick rentre sur le terrain, que Arda Güler rentre sur le terrain, et que les joueurs ne forcent pas inutilement, et qu'ils ne se reblessent pas avant la finale du Mondial des clubs, et avant le match contre Séville. En plus, je crois que Vinicius, s'il prend un jaune, il est suspendu contre Séville, sachant qu'on n'aura pas, peut-être pas Kylian Mbappé contre Séville, apparemment il parle de 10 jours et de faire le déplacement au Mondial des clubs, mais ça va être compliqué quand même de voir Vinicius, enfin Kylian Mbappé sur le terrain ces prochains matchs, ou du moins à 100%. Et encore une fois, ce sera un mec qui reviendra de blessure, tu vois. Donc c'est très compliqué. À voir comment Ancelotti va gérer les changements avec Luka Modric évidemment, Camavinga qui va reprendre du rythme sûrement en deuxième mi-temps, mais globalement il faudra faire tourner, éviter les blessures, avoir un jeu très vertical si possible, une possession rapide parce qu'on va subir un pressing des enfers là-bas, ça c'est clair. Et puis voilà, après avoir comment on pourra sortir de ce piège-là sur un terrain pas facile, mettre de l'intensité c'est la clé et ne pas subir l'ouverture du score, sinon après derrière ils vont faire que bétonner, ça va être chiant quoi. Enfin bref, mon pronostic, je pense que ça va être un 1-0 ou un 2-1 pour le Real Madrid. Alors pour ma part, sachez que je vais rater ce match-là. Je ne serai pas là. Donc malheureusement, je ne pourrai pas faire le débrief. Par contre, je serai là dimanche pour faire les débriefs des matchs de l'Atlético Madrid et du Barça. Ce sera la première fois pour l'Atlético Madrid que je fais un débrief, mais ça peut être intéressant de me focaliser sur eux vu que la course au titre en Liga sera importante. Donc désolé pour le non-débrief contre le Rayo. On en parlera sur le podcast Real Madrid avec Chronique Foot et Real France en général sur ma chaîne dès lundi. Et je vous dis à très vite les amis. Pensez à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les refs, à bientôt!